Voilà, donc moi je vais vous parler effectivement de la nouvelle réglementation sur les dispositifs médicaux. J'ai commencé en fait à travailler à l'agence il y a 1 an d'ici. Quand je suis arrivée, on a déposé ça sur mon bureau. C'était à l'époque encore 600 pages. Donc j'ai été chercher une tasse de café puis je me suis dit que j'allais commencer à la lire. Alors je ne sais pas dans la salle ici qui l'a déjà lu, mais si dans certains d'entre vous l'ont déjà lu, à l'heure actuelle, il n'y a plus les corrections, etc. Donc elle fait plus que 170 pages pour les medical devices et 170 pages pour les IVD quand même. Donc ça fait quand même encore bon 300 pages. Pour ceux qui n'ont pas lu, je vais vous la résumer un petit peu et vous expliquer les grands changements qui sont à prévoir et surtout aussi quels sont les impacts plus précisément pour la partie qui vous concerne, donc plutôt les hôpitaux. Alors pourquoi globalement? Pourquoi une nouvelle réglementation? On avait déjà une réglementation, elle était souvent vue comme positive parce qu'elle pouvait faciliter la mise sur le marché par rapport à d'autres législations. Mais il faut savoir qu'elle datait de 1993, donc une période où la plupart d'entre nous n'avaient pas de téléphone portable. Alors n'imaginez pas qu'on avait prévu dans la réglementation des choses comme par exemple software as medical device. Donc les choses, il y a eu toute une évolution et il était vraiment temps de faire un refresh de cette réglementation, surtout qu'elle avait 2 faiblesses principales. D'abord, il y avait une implémentation ou une interprétation qui était souvent différente entre les États membres. Et puis, on a eu notre dose de scandale avec le scandale PIP, entre autres, mais aussi d'autres incidents majeurs qui sont arrivés au niveau des dispositifs. Alors, on avait donc 3 directives. Nous avons aujourd'hui 2 règlements. Donc, un règlement reprend l'ancienne directive sur les implants actifs et sur les dispositifs. Et un règlement reprend la partie sur les IVD, les Medical Device in vitro. À savoir, globalement, de manière générale, c'était 3 directives, ces 2 règlements. La grosse différence, c'est donc que les règlements s'implémentent automatiquement dans la législation belge. Il n'y a pas d'interprétation ou de traduction, comme pour les directives, dans une loi nationale. Deuxième chose, ce que vous devez savoir, c'est que sur toute la chaîne de mise en conformité, ça a été renforcé. Donc que ça commence par le pré-marché, tout ce qui doit être fait en pré-marché, investigation clinique, données cliniques, etc., jusqu'en post-market surveillance, vous avez des contrôles en plus sur l'ensemble de la chaîne. Il y a beaucoup plus de clarté sur la responsabilité des opérateurs économiques. Il y a une grande accent qui est mis sur tout ce qui est traçabilité à travers la chaîne de distribution. Donc chacun des acteurs va devoir garder les dispositifs qu'ils ont reçus et qu'ils ont passés à l'acteur suivant. Et finalement, au niveau de la surveillance du marché par les autorités, c'est aussi beaucoup plus de collaboration entre les autorités et aussi renforcer les obligations qu'on a de ce côté-là. Un autre point important, c'est qu'il n'y a pas de droits acquis. Ça veut dire que globalement, tout ce qui a été fait sous le règlement des directives doit être retraduit ou mis en conformité selon les règlements. Tous les notified bodies doivent être désignés selon les règlements. Tous les certificats doivent être refaits. Les données cliniques doivent être complétées. Les dossiers techniques doivent être faits. Tout le service de qualité, tout ce que le système de qualité doit être revu. Donc clairement, il n'y a pas de dire j'ai déjà mon dispositif, il est sur le marché, ça fait 20 ans qu'il est là, pas de souci, je le laisse sur le marché. Non, il doit être mis en conformité avec le règlement. Les grands changements que vous devez noter par rapport à ça, 1, je vous les ai déjà dit, les contrôles sont renforcés, par exemple aussi au niveau pré-market, donc avant la mise sur le marché. À titre d'exemple, les dispositifs de classe 3 ou certains dispositifs de classe 2B devront faire l'objet, en plus d'une revue par l'organisme notifié, aussi d'une revue pour leurs données cliniques par un panel d'experts qui sera désigné par la Commission européenne. Vous aurez une base de données centrale qui est EUDAMET. Cette base de données remplacera les bases de données éventuellement nationales qui existent aujourd'hui et vous retrouverez là-dedans l'ensemble des données relatives aux dispositifs médicaux, que ce soit l'ensemble des acteurs, l'ensemble des dispositifs,
mais aussi les certificats, les incidents, les rapports qui sont éventuellement mis à la disposition des fabricants. Quand il y aura des investigations cliniques qui seront coordonnées entre différents États membres, elles seront là aussi. Et des actions qui sont faites au niveau des surveillances de marché par les États membres seront là aussi. Une partie de ces données seront disponibles au grand public. Donc il y a clairement une volonté aussi de transparence par rapport à précédemment sur la mise à disposition des données qui seront disponibles dans Eudamed. La clé d'entrée pour Eudamed sera ce qu'on appelle le Basic UDI. Alors qu'est-ce que le Basic UDI? C'est globalement un regroupement par famille, on va le dire comme ça, d'UDI. Et l'UDI, c'est l'identification unique du dispositif. Chaque dispositif aura dans un futur proche, un numéro d'identification unique qui sera apposé sur le dispositif ou sur l'emballage et qui permettra d'assurer sa traçabilité à travers toute la chaîne. Et finalement, puisque nous ne sommes plus en 1993 et que les softwares font partie courante dans notre quotidien, c'est prévu aussi d'avoir des règles de classification spécifiques. Donc vous connaissez, les dispositifs médicaux sont classés en 4 catégories et les softwares ont vraiment leurs règles de classification et ne seront pas nécessairement liés comme précédemment aux dispositifs avec lesquels ils travaillent. Donc ils ont vraiment leurs règles propres. La classification pour les dispositifs médicaux n'a pas fondamentalement changé, même s'il y a plus de règles et que de manière générale, les règles sont plus strictes. Donc, vous allez avoir tendance à ce qu'on appelle une up-classification des dispositifs. Donc, il y avait certains dispositifs qui sont en classe 1 qui vont passer en 2 et de 2 à 3. Pour les dispositifs in vitro, par contre, on a mis en place une nouvelle classification. Et donc là, vous retrouverez une classification qui est aussi basée sur 4 classes, A, B, C, D, D étant la classification avec le plus haut risque. Au niveau des Notified Bodies, en fait, la nouvelle réglementation appuie en fait les actions qui avaient déjà été prises suite aux différents scandales qui sont passés il y a quelques années. Et donc, on renforce tout ce qui est joint assessment des notified bodies. Donc, un notified body doit être audité par différents États membres pour avoir sa désignation. Il y a des contrôles inopinés, donc non annoncés, qui seront faits. Une des grandes modifications aussi que vous devez noter au niveau des dispositifs, de ce règlement, c'est qu'il couvre en fait aussi des dispositifs qui précédemment n'étaient pas spécifiquement considérés comme des dispositifs médicaux, mais plutôt comme des dispositifs esthétiques. Comme globalement leur classification ou leur risques étaient très proches, donc ils sont aujourd'hui inclus sous ce règlement-ci. Donc à titre d'exemple, je vais vous citer les lentilles de contact colorées, des implants qui sont plutôt esthétiques comme des implants fessiers ou des choses comme ça, tous les appareils de liposuction, tous les appareils laser qui sont destinés à retirer des tatouages ou de l'épilation. Donc tout ça sont dorénavant couverts par le règlement également. Une nouvelle aussi, ce que vous devez avoir aussi, c'est que toutes les obligations en termes d'inspection ont été sur les sites de production sont plus claires pour les autorités compétentes. Donc on aura aussi des choses à faire à ce niveau-là. L'utilisation de substances toxiques, cancérigènes ou comme les phtalates doivent être clairement justifiées. Donc le fabricant doit clairement dire pourquoi il a utilisé ces phtalates, dans quelle concentration, etc. S'assurer que il y a un suivi de ces substances qui est fait. Au niveau de tout ce qui est investigation clinique, donc là, le règlement s'est aligné avec les guidelines et les législations qui existaient déjà. On a repris globalement tout ça dans le règlement. Ce que vous devez aussi savoir, c'est que pour tous les dispositifs de classe 3, le fabricant doit produire un résumé des caractéristiques de sécurité et de performance clinique et le mettre à disposition sur Eudamed, et ça sera disponible également au grand public. Et finalement, et on va passer peut-être plus en détail par rapport à ceci, parce que ça vous concerne certainement
et également un peu plus, c'est tout ce qui est la possibilité de faire du reprocessing de dispositifs normalement non reprocessables, c'est-à-dire ce qu'on appelle les single-use, dispositifs à usage unique. Voilà pour les grands changements qui sont couverts par cette législation. Il y en a franchement beaucoup d'autres. Je ne vais pas passer, sinon je serai là encore pendant 2 heures à vous expliquer chacune des pages. Mais globalement, est-ce que c'est tout de suite d'application? Ben non. On a une période de transition. Donc, c'est-à-dire que depuis le 25 mai 2017, nous sommes rentrés dans la phase de transition. Donc, le règlement est en vigueur. Cette phase va permettre pendant 3 ans aux fabricants de se mettre en conformité avec le nouveau règlement pour leurs dispositifs. Néanmoins, les dispositifs qui sont mis sur le marché selon les anciennes directives ou qui disposent d'un certificat selon les anciennes directives qui est encore donné pendant cette phase de transition peuvent continuer à être mis sur le marché la durée de leur certificat qui est 5 ans et au maximum jusque le 26 mai 2024. Et donc, c'est ce qu'on appelle la phase de soft transition. Alors, qu'est-ce qui se passe au 26 mai 2024? Ben, vous avez encore à ce moment-là 1 an pour vendre le stock qui est encore utilisé, qui a encore été mis sur le marché au niveau des directives. D'accord? Mais donc, à partir du 27 mai 2025, en principe, il n'y a plus de dispositifs sur le marché qui sont encore selon les anciennes directives. Tous les dispositifs doivent être traduits ou doivent être en conformité avec le nouveau règlement. Je reviendrai sur le point UDI après, parce que vous verrez que globalement, l'UDI, c'est une transition. Donc, les dispositifs ne vont pas avoir l'UDI tout de suite sur leur label, sur leur étiquette, mais donc on reviendra, je vais vous expliquer ça dans un instant. Mais est-ce qu'on commence la période de transition? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on peut commencer tout de suite? Oui, pour certaines choses, non pour d'autres. C'est-à-dire qu'au niveau de la Commission européenne, on a encore énormément de travail. Le règlement prévoit ce qu'on appelle des Implementing Acts, donc des actes d'exécution. Il y a plus ou moins 80 domaines où on prévoit des actes d'exécution à faire. Il y en a 18 où c'est une obligation. Donc, si on n'en a pas, ça va être difficile de commencer. Donc, on est forcément en train de travailler là-dessus. Et donc, ça veut dire qu'il y a encore marge à interprétation ou en tout cas pas mal de questions qui se posent encore dans certains domaines. Quelles sont nos priorités aujourd'hui sur les domaines sur lesquels on travaille? La première chose, c'est tout ce qui est la structure de gouvernance qui va être mise en place pour faire ou réaliser ce nouveau règlement. Il y a tout ce qui est Notified Body. Pourquoi? C'est vraiment chez le ciment de la chaîne, c'est le premier élément de la chaîne. Il faut qu'eux soient notifiés pour pouvoir qu'ils puissent à leur tour donner des certificats selon le nouveau règlement. Ensuite, il y a les spécifications communes des dispositifs qui tombent sous l'annexe 16 et c'est ces fameux dispositifs qui sont à visée plus esthétique que médicale. Et finalement, tout ce qui est la base de données EUDAMET et UDI, c'est aujourd'hui les grands points de priorité sur lesquels on travaille. Alors peut-être plus spécifiquement pour vous, qu'en est-il? D'abord, une petite remarque préliminaire avant de passer dans la suite. Ici, je vais lister globalement les articles qui concernent plus les établissements hospitaliers, mais je ne vous ai pas mis ça d'une manière de distribution. Donc, c'est-à-dire que si, en tant que pharmacien hospitalier, vous êtes distributeur, vous devez également rencontrer les obligations des distributeurs que je n'ai pas listées ici. Donc ici, j'ai vraiment plutôt donné qu'est-ce qui est intéressant pour les hôpitaux au niveau du RICAST. On va passer quelques clarifications de termes pour qu'on soit clair sur un certain nombre de points. Puis je vais vous parler du reprocessing, de la carte d'implant, de l'UDI et de la phase de transition. Globalement, quelques définitions. La première chose que vous devez bien comprendre, c'est que le règlement n'intervient pas dans le financement, le remboursement et l'organisation des services de soins.
Ça, c'est toujours une priorité nationale, donc c'est une loi nationale qui organise tout ça. Donc ça, c'est clairement remis dans le règlement. Le second élément, il y a une modification de la définition qui concerne le sur-mesure. Alors, c'était peut-être intéressant de vous le dire, parce que qu'est-ce qui a été introduit dans cette définition, c'est que dorénavant, les dispositifs produits par un processus industriel, même s'il a été fait sur une prescription d'un médecin et pour un patient en particulier, n'est plus considéré comme du sur-mesure. Alors, qu'est-ce que ça change ? Ça change qu'il y a beaucoup d'interprétations ou de demandes d'interprétation qui est faite, par exemple, par rapport à des impressions 3D. Est-ce que c'est du sur-mesure? Est-ce que ce n'est pas du sur-mesure? Alors, on est en train d'en discuter avec la Commission européenne pour avoir une interprétation commune, mais vraisemblablement, toutes les discussions qui sont données aujourd'hui, c'est plutôt de dire ce n'est pas sur-mesure, c'est un processus industriel. Quelques informations encore utiles sur la mise sur le marché et la putting into service, la mise en service. Et la mise sur le marché, c'est la première fois que le dispositif est mis sur le marché européen, mis à disposition des opérateurs sur le marché européen. La mise en service, c'est quand le dispositif arrive à son utilisateur final pour l'utilisation. D'accord ? Et c'est important de voir les deux nuances parce que dans les périodes de transition, il y a clairement une nuance. La mise sur le marché s'arrête à une autre date que la mise en service. Le règlement a clairement aussi une définition des institutions de soins. Donc une institution, à savoir, c'est une entité ayant pour mission première de prendre en charge ou de soigner des patients ou d'œuvrer en faveur de la santé publique. Et finalement, sachez aussi qu'il y a une définition pour les utilisateurs qui peut être tout aussi bien un professionnel de la santé qu'un utilisateur de dispositifs médicaux, je vais dire profanes ou lambda. Un point important est ce qu'on appelle les dispositifs in-house. Donc, quand on met le dispositif sur le marché, on doit forcément suivre les obligations des fabricants pour la mise sur le marché. Sauf si, voilà, vous retrouvez un certain nombre d'exceptions à l'article 5.5, sauf si vous êtes une institution hospitalière et que vous créez un dispositif et que vous gardez ce dispositif chez vous. Donc, le dispositif ne peut pas être transféré vers une autre entité juridique. La fabrication et l'utilisation du dispositif s'effectuent dans le cadre d'un système de gestion de qualité approprié. L'établissement de soins justifie dans sa documentation que les besoins spécifiques du groupe de patients ne peut pas être rencontré ou ne peut pas être rencontré en termes de performance par un autre dispositif qui est déjà disponible sur le marché. L'établissement de santé fournit à l'autorité compétente les informations concernant l'utilisation de ces dispositifs, la justification de leur fabrication, les modifications éventuellement et leur utilisation. Ils font une déclaration qu'ils rendent publique. L'établissement de santé établit une documentation qui prouve qu'il rend compte toutes les exigences essentielles qui sont reprises dans l'annexe 1 de la règlement, donc globalement les exigences de qualité, et s'assure qu'il répond à ces exigences essentielles. Et finalement, l'établissement de santé qui utilise cette dérogation doit aussi en fait examiner l'expérience issue de l'utilisation de ces dispositifs. Donc voir, en fait, faire globalement, s'assurer que ces dispositifs sont sains pour le patient. Dans ces cas-là, et uniquement dans ces cas-là, les établissements de santé peuvent déroger à l'obligation de mise sur le marché du fabricant cité dans le RICAS. Ce que vous devez encore savoir, c'est que les autorités compétentes peuvent exiger de ces établissements d'avoir vraiment la liste, le détail de ce qui est fait, et aussi peuvent restreindre l'utilisation de cette dérogation dans certains cas. Au niveau du reprocessing des dispositifs à usage unique. Donc, le règlement prévoit qu'il est possible de faire du reprocessing de dispositifs à usage unique. Alors, qu'en est-il exactement? La première chose, c'est que ça doit être mis dans une loi nationale. Donc, ça doit être autorisé par l'État membre pour que ça soit possible sur son territoire.
La deuxième chose, c'est que la personne qui procède au reprocessing devient d'office le fabricant du dispositif reprocessé. À nouveau, comme à l'article précédent, il y a une possibilité de déroger à ces obligations de fabricant, pour autant qu'un certain nombre de règles soient suivies. La première chose, c'est que il doit y avoir des sécurités. La sécurité et la performance du dispositif reprocessé doit être équivalente à celle du dispositif original. Et le retraitement doit être effectué en conformité avec les spécifications communes qui seront définies par la Commission européenne, qui ne sont pas encore tout à fait définies, qui sont en draft pour l'instant, mais ces exigences, ces spécifications communes reprendront des exigences en termes de gestion des risques, de système de validation de procédures, de système de gestion de qualité, de déclaration d'incidents et de traçabilité. Si l'établissement hospitalier suit ces règles et que c'est mis dans une loi nationale, alors vous pourrez faire du reprocessing. Il y a aussi possible, toujours en termes de reprocessing, que vous pouvez déléguer ceci à un reprocesseur externe et que ce reprocesseur externe, donc cette organisation externe, et aussi cette dérogation, pour autant que tous les dispositifs qui soient envoyés vers ce reprocesseur externe reviennent vers l'entité juridique, donc votre hôpital. D'accord ? Il n'y a pas de transfert possible entre les hôpitaux. Ce que vous devez encore savoir, c'est que les États membres peuvent être plus stricts que ce qui est prévu dans le règlement. Et donc, globalement, si je résume le reprocessing, c'est possible. Il y a des common specifications. L'État membre peut, un ou deux, l'accepter ou ne pas l'accepter. S'il l'accepte, il peut encore avoir des rigueurs en disant « et j'accepte que l'hôpital ait des dérogations en termes d'obligations de fabricant ou pas ». Et je peux encore être plus strict que les common specifications qui seront citées par la Commission européenne. Donc il y a globalement 4 possibilités d'implémentation de ce reprocessing au niveau de chaque État membre. Je pense que mes collègues expliqueront un petit peu en détail la vision de la Belgique dans le pacte MEDEF. Alors, au niveau aussi de la partie carte implant, donc en fait, les fabricants devront prévoir pour tous les dispositifs une carte d'implant à remettre au patient. Et cette carte reprendra des informations permettant l'identification de l'implant, permettant la durée de vie de l'implant, permettant toute précaution ou mise en garde à suivre pour l'utilisation effective et correcte de l'implant. Au niveau de nouveau de ce qui est prévu dans le RICAS, les États membres mettront en place les démarches pour que les hôpitaux doivent donner ces cartes d'implant aux patients systématiquement. Par contre, il y a un certain nombre d'exceptions qui sont prévues pour certains implants, comme par exemple les sutures, les agrafes, les produits d'obturation dentaire, les appareils orthodontiques, les couronnes. Enfin, vous retrouvez ça ici dans le point 3 en fait, de l'article 18. Donc, les fabricants donnent l'information, donnent une carte d'implant. Systématiquement, vous devrez remettre cette carte d'implant aux patients. Qu'en est-il au niveau de l'identification et de la traçabilité, l'identification des dispositifs? Donc, chaque dispositif aura sur son label, sur son étiquette ou sur le dispositif même un numéro unique d'identification. Et les établissements de santé doivent enregistrer et conserver ce dispositif, enfin ce numéro d'UDI, de préférence de manière électronique, d'office pour tout ce qui est classe 3. Et à nouveau, les États membres sont invités à
prolonger, je vais dire, la démarche et demander aux établissements de soins, en fait, de stocker plus que ça. Donc, plus que les dispositifs classe 3, mais aussi éventuellement les classes 2, les classes 2B, 2A, voire même tous les dispositifs. Et donc, à nouveau, ça doit se retraduire dans une législation nationale. Qu'en est-il, qu'est-ce que je dois encore vous raconter pour les hôpitaux? Tout ce qui est post-market surveillance, donc ça, c'est pas à savoir vraiment quelque chose que vous devez vous-même réaliser, mais sachez que les autorités compétentes peuvent effectuer des inspections annoncées ou inopinées dans les locaux des opérateurs économiques et, si au besoin, également dans les installations des utilisateurs professionnels. D'accord? Donc, il peut y avoir des contrôles inopinés dans vos locaux. Et finalement, un point d'attention pour la période de transition. Donc, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans le schéma avec les différentes phases. Les dispositifs mis sur le marché selon la directive peuvent continuer à être mis en service. Donc, vous savez, mis sur le marché, mis en service, jusqu'au 27 mai 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire attention à la gestion de votre stock. Donc, vous avez encore 8 ans. Mais théoriquement, si vous avez des dispositifs qui n'ont pas été utilisés, qui sont selon les directives dans votre stock après 2025, en théorie, sauf dérogation d'ici là, en théorie, ils ne devraient plus être utilisés. Alors, au niveau de l'UDI, donc vous avez l'obligation de stocker cet UDI, mais est-ce que vous allez l'avoir tout de suite? Eh bien, non. Donc ça, c'est une chose qu'il faut savoir, c'est que l'UDI, en fait, ne sera disponible sur les étiquettes des dispositifs ou sur le dispositif qu'à partir de 2021 pour les classes 3, à partir de 2025 pour les classes 2A et 2B, et à partir de 2023 pour les classes 2A et 2B, et à partir de 2025 pour les classes 1. Pour les dispositifs reprocessés, ils devront également avoir un UDI, un nouveau UDI, pas le même que le dispositif original. Et ça, vous rajoutez encore 2 ans de délai sur chacun des délais que je vous ai donnés. Donc pour les classes 3, un dispositif aura son UDI en 2021. S'il devait être reprocessé, il aurait un UDI reprocessé en 2023. Globalement, ce que vous devez retenir. 1. Regardez votre production de in-house. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Analysez vos processus, adaptez-les aux nouvelles exigences. Première chose, je pense que c'est important. 2. Je vous l'ai déjà dit, mais vérifiez, préparez-vous à vérifier, à encoder l'UDI et à gérer tout ce qui est traçabilité. Donc, ça ira certainement un peu plus loin que ce que mon collègue va vous expliquer tout à l'heure. Donc, il va vous expliquer la traçabilité aujourd'hui, qui est une première étape, mais ici, ça sera systématique pour l'ensemble des dispositifs. 2, gérez votre stock. À partir de 2025, plus de dispositifs de l'ancien système. Et finalement, se poser la question du reprocessing single use. Est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas? Est-ce que je suis capable de suivre les exigences qui seront demandées? Est-ce que je le fais en interne? Est-ce que je le fais par un reprocesseur externe? Voilà, je vous remercie.